Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur. Nous sommes le lundi 31 mars. Voici à la une. Bonjour, bon lundi, bienvenue à l'émission Mathieu Bellumeur au microphone. J'espère que vous allez bien ce matin, content de vous retrouver, que vous avez passé une belle fin de semaine. Une fin de semaine, en tout cas pour les dernières heures, qui a été assez active sur le plan de la météo. On va faire le point dans quelques secondes, entre autres en Ontario, des régions particulièrement affectées par de bonnes précipitations verglaçantes. À certains endroits, ça a été de la neige de façon assez importante. On va donc faire le point sur ce qui s'est passé. Sinon, en France, actuellement, il y a le tribunal qui est en train de rendre sa décision dans le dossier de Marine Le Pen, qui a été reconnue coupable de détournement de fonds publics. Elle et 8 eurodéputés donc sont trouvés coupables par le tribunal correctionnel de Paris. C'est donc détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Front national qui est devenu depuis le Rassemblement national, ce qui pourrait avoir comme effet donc d'empêcher Marine Le Pen de briguer la présidentielle en 2027. On va les joindre sur place en France, Raphaël Bouvier-Auclair qui suit ça pour nous. Puis Vincent Maisonneuve sera avec nous un peu plus tard à l'émission pour parler des derniers développements dans cette campagne électorale. Une fin de semaine assez mouvementée, en tout cas dans certaines caravanes. Vincent va revenir là-dessus avec nous. Pour tout de suite, je me tourne vers Véronique Méra. Bonjour Véronique. Bonjour Mathieu. Oui, il y a eu pas mal de pluie en Ontario. Oui. Il y a encore ce matin des dizaines de milliers de personnes qui sont sans électricité. Il y a même dans la région de Muskoka, c'est au nord de Toronto, le district de Muskoka qui a déclaré l'état d'urgence à la suite donc de cette tempête de verglas. Doug Ford a indiqué donc que les autorités travaillent justement à rétablir le courant. Il y a des écoles déjà hier où on annonçait une fermeture dans certaines commissions scolaires ou dans certains districts scolaires. Essentiellement, si on fait le bilan, qu'est-ce qui est tombé et où en Ontario? Pas mal de verglas. Oui, pas mal de verglas. 10, 20 millimètres, là, ça varie entre ça. J'ai entendu des gens dire un demi-pouce par endroit. Les images sont assez impressionnantes. Donc, il y a quand même une bonne couche de glace là, sur les branches et tout. Dans les accumulations officielles, les bilans vont sortir évidemment plus tard ce matin, mais je vous dirais une vingtaine de millimètres là, dans les endroits les plus touchés, 10 à 20 dans l'ensemble. Gatineau, on serait plus près de 5 millimètres. Au Québec, sur le sud, le Saint-Clotilde, en Montérégie, on a reçu une dizaine de millimètres avant que ça se change en pluie. Montréal, ça a changé très rapidement, 3 millimètres à peine. Et dans les Laurentides, on a une dizaine de millimètres de précipitations verglaçantes par endroit. Et là, c'est pas fini. C'est pas fini aujourd'hui. Ça continue, ce système-là. De l'Abitibi vers Chibougamau et la Basse-Côte-Nord, 25 à 30 cm de neige. OK, donc pas mal de neige. Ça reste encore très actif. Matagami, on pourrait aller chercher 40 cm. Bécomo, 35. La Mauricie, Québec, on est sous avertissement de pluie verglaçante encore ce matin. Donc, on ira chercher quelques millimètres de verglas, 5 à 10 mm dans l'ensemble là, pour l'heure de pointe de la matinée. Et par la suite, tout ça va voyager vers l'est. Donc, la Gaspésie sera touchée par le verglas éventuellement plus tard cet après-midi. Qu'en est-il du sud du Québec? Eh bien, les vents du sud-ouest vont s'intensifier. Ça va être plus chaud, là. Ça va être plus chaud. L'air est très instable aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va surveiller? Bien, les risques d'orage cet après-midi. Oui? Mon Dieu. Oui, surtout près de la frontière américaine. Là, il pourrait éclater de bons orages cet après-midi avec l'instabilité de l'air, les vents forts et des températures qui vont grimper sur le sud du Québec entre 11 et 15 degrés. Quand même, aujourd'hui, on va jouer au yo-yo côté température. Là. Donc, 11 à 15 aujourd'hui, 3 à 5 demain
et mercredi. Et on remonte ça une quinzaine de degrés jeudi avec un autre système qui va passer. Donc, pour l'instant, ce qui nous reste, un peu de pluie ce matin essentiellement. À partir de 13 h cet après-midi, il n'y a pas grand-chose. Ça va être plus dispersé. Il y aura des éclaircies. Les vents les plus forts, ce sera en fin de journée, début de soirée. Ce soir, les vents vont changer de direction pour tourner à l'ouest-nord-ouest. Alors, on retournera sous 0, -3, -5. Et demain, ça va se dégager avec un 3 à 5 degrés. On mentionnait la neige. Là, les avertissements sont en vigueur. Pour l'Abitibi, c'est un avertissement de tempête hivernale, de même que pour la Côte-Nord. On ira avec des avertissements de pluie verglaçante vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie. Alors, 5 à 10 mm de verglas pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2 à 5 vers le Bas-Saint-Laurent, autour de 5 cm de neige grésil en Gaspésie avant que ça se change en verglas. Et on mentionnait du 15 à 30 cm pour l'Abitibi, la Côte-Nord, ce corridor-là, en termes de neige. Donc, les températures oscilleront là aussi avec les vents sud-est. Évidemment, ça va grimper dans l'est du Québec. Pour ce qui est de l'Ontario, il nous reste quelques avertissements de pluie verglaçante ce matin, principalement vers Sudbury, là, aux alentours de Timmins aussi. Les avertissements devraient être levés. Ça devrait cesser graduellement en cours de matinée. Sur le sud, les vents sont forts, les nuages sont présents. On a des avis de brouillard vers Toronto. 13 degrés, mercure à la baisse, sous 0 la nuit prochaine. C'est la même chose pour Ottawa. Jusqu'à 16 aujourd'hui, le mercure sera autour de -4 la nuit prochaine. Et les averses devraient cesser en mi-journée. On surveillera les orages sur le sud de l'Ontario. Dans l'ouest, très calme, sous un ciel variable. Puis on ira avec des températures près de 0 ou légèrement en dessous pour le début de la semaine. OK, c'est un début de semaine actif Oui, pour quand même. le moins dire dans certaines régions du pays. Merci beaucoup, Véronique. Bonne journée. Bonne journée. Et un tir. Raté par Slavkovski. Et encore Hudson. Le but! Ouais, gros match du Canadien hier quand même contre les Panthers de la Floride. C'est ça, ça prend des équipes fortes. Oui, pour, déjà qualifiées. Ou déjà qualifiées pour que le Canadien, je sais pas, joue bien et réussisse à gagner. Donc, le CH qui ressort victorieux de cet affrontement avec les Panthers de la Floride. Oui, le tricolore qui a mis fin à une séquence de 5 défaites quand même. Et on avait peur de cette fameuse glissade. Heureusement, dans l'Est, on dirait qu'il y a aucun club là, en course avec le Canadien de Montréal qui veut, prendre poudre d'escampette et de se détacher, à part les Sénateurs là, qui ont compris quand même le message, même s'ils ont perdu hier contre les Pingouins. Parlons du match du Canadien. Victoire de 4-2 hier face aux Panthers dans un match robuste. C'est Samuel Montembeault qui était devant le filet. Une belle rencontre pour les joueurs de Martin Saint-Louis qui affrontaient les champions de la Coupe Stanley, les champions en titre de la Coupe Stanley, devant une foule qui était, pour les Panthers, mais avec plusieurs partisans du Canadien. Hein. On sait qu'il y a peut-être encore des snowbirds là, qui traînent en Floride. Dans une victoire importante, les marqueurs chez le Canadien de Montréal, Patrick Laine qui a marqué en avantage numérique en première période, Juraj Slavkovski, Nick Suzuki et Brandon Gallagher dans un filet désert. Une victoire importante, oui, parce qu'on freine cette séquence de défaites, mais surtout parce que le Canadien, ce matin, se réveille encore une fois les deux pieds en séries éliminatoires, avec le 8e rang donnant accès aux séries éliminatoires. Le Canadien qui a 77 points à égalité avec les Rangers de New York et donc qui se préserve parmi les 8 équipes qui participeraient aux séries. Je vous invite à écouter Samuel Montembeault qui a connu un bon match hier, qui a bien rebondi et qui a savouré la rencontre d'hier et cette victoire face aux Panthers. C'est sûr, dans une un peu moins bonne séquence, puis le voyage n'a pas été facile. On savait que ça allait pas être facile, on affrontait des bonnes équipes durant le voyage, donc c'est ça, c'est une grosse victoire pour nous avant de retourner à la maison. C'est toujours le fun évidemment de venir jouer ici, c'est toujours des bons matchs contre une bonne équipe à côté, puis nos partisans voyagent très bien ici, puis c'est, comme j'ai dit, c'est toujours le fun de venir jouer ici en Floride. Donc, c'est une belle soirée pour le Canadien de Montréal qui conclut de belle façon cette semaine, qui n'a pas été simple. 4 matchs sur la route. Là, on revient demain à Montréal, au Centre Bell, pour affronter à nouveau les Panthers. Et par la suite, il y aura 3 autres matchs au cours de la semaine, mais de ces 4 matchs de la semaine, donc 3 à la maison. Donc ça va faire du bien pour les hommes de Martin Saint-Louis qui pourront se reposer à la maison, dans leur lit. Je sais que c'est important avec cette fin de saison. Oui. OK. Le Canadien Reese Howden, j'espère que je prononce bien son nom, complète la saison de ski cross avec les grands honneurs. Parce qu'il avait remporté la veille la première Coupe du Monde à Hydre-Fial. Hier, il y avait donc 2e présentation de Coupe du Monde. Il a décroché donc la première place lors de cette dernière Coupe du Monde de la saison. Et comme ça, il est allé mettre la main sur son 3e globe de cristal en carrière. Une saison qui est bonne pour le ski cross et qui est annonciatrice
risque de belles choses aussi. Plusieurs Canadiens et Canadiennes se sont illustrés sur la scène de la Coupe du Monde cette saison en préparation pour les Jeux olympiques. Donc, seront à surveiller assurément lors des Jeux à Milan, Cortina d'Ampezzo à l'hiver 2026. Et un petit mot de tennis en parlant de Novak Djokovic. Donc, 100e victoire en carrière à Miami. En fait, il tentait d'obtenir sa 100e victoire en carrière. Il affrontait le jeune Jakub Mensik. Il est demeuré accroché à 99 dans une défaite de 7-6, 7-6 face à Jakub Mensik dans un match difficile qui a été retardé en raison de la météo. Ça a été un match compliqué pour Novak Djokovic, mais qui a dû s'incliner devant le jeune joueur de 19 ans. Donc, devra attendre. Il était en quête aussi d'un 7e titre à Miami. Et il a été battu par la jeunesse. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? À un moment donné, l'âge nous rattrape. Voilà. Ça a été le cas hier un peu. OK, merci beaucoup, Olivier. Bonne journée. Salut. Au revoir. Alors, Vincent Maisonneuve se joint à nous à cette heure-ci. Bonjour, Vincent. Bonjour, Mathieu. Alors, on va parler de campagne électorale. Cette deuxième semaine qui est commencée. La fin de semaine a été marquée par des tensions dans les rangs des conservateurs chez Pierre Poilievre. Il y a des sources conservatrices qui ont affirmé en privé, en public dans certains cas, que le chef fait fausse route avec sa stratégie de campagne, qu'il devrait cibler davantage les menaces de Donald Trump. Ceux qui critiquent Vincent Pierre Poilievre se plaignent aussi de la garde, que la garde rapprochée, en fait, n'écoute pas les propres candidats du parti. Voilà, des tensions alimentées, ne fait aucun doute, par les derniers sondages. L'avance de Pierre Poilievre, il y a quelques semaines à peine, s'est évaporée. C'est encore tôt dans la campagne, tout peut encore changer, mais quand même, il y a des critiques. Et la critique qui revient le plus souvent, c'est que Pierre Poilievre doit adopter un ton plus ferme face au président américain et surtout écouter les candidats qui sont sur le terrain. Et en fin de semaine, ce qu'on a vu, c'est un candidat conservateur du Québec, Pierre Paulus, tenir lui-même un point de presse sans le chef, une première dans la campagne très centrée autour de la personnalité de Pierre Poilievre. Et pour ce qui est des tensions, ça arrive dans une campagne, a dit le candidat conservateur Pierre Paulus. Notre équipe, on est en campagne électorale à travers le pays. S'il y a des tensions, c'est des petites tensions normales comme tous les partis ont. Tout le monde a un stress de campagne, c'est normal, mais il n'y a rien de particulier chez nous. Moi, je suis avec l'équipe, il y a des 18 candidats du Québec. On fait notre campagne, puis on ne vit pas ça, pas du tout. OK, voilà pour M. Paulus. Parlons du Bloc québécois qui reconnaît que les interventions du président américain sont venues évidemment bouleverser cette campagne. Oui, le chef du Bloc convient que le Parti libéral profite du contexte créé par le président des États-Unis. C'est clair que l'arrivée ou l'attitude de M. Trump a bouleversé la carte. Et les meilleurs pour s'adapter dans les circonstances, parce qu'il y avait une course à la direction, ça a été les libéraux. Ils ne sont pas adaptés dans le sens où on va aider le monde, ils sont adaptés dans le sens où on va s'aider nous autres. Ça a été toute une opération pour faire oublier que c'est les mêmes libéraux de Justin Trudeau, dont Mark Carney était un conseiller. Il y a un orgie de squelettes dans ses garde-robes. Et aujourd'hui, M. Carney reste caché dans le même garde-robe. Le chef libéral Mark Carney a mis, après une petite pause dans sa campagne hier, il a pris le temps d'aller à l'église. Je lisais ça ce matin, donc, mais pas d'activité officielle à l'horaire. Voilà, Mark Carney qui n'a donc pas pu répondre aux questions concernant un de ses candidats de la région de Toronto qui se trouve dans l'eau chaude, le candidat libéral Paul Chiang, qui a suggéré aux gens de prendre le candidat conservateur et de l'amener au consulat chinois pour recevoir la récompense parce que le candidat conservateur Joe Tay, qui est né à Hong Kong, est la cible des autorités de la police à Hong Kong. La police qui promet une prime de 185 000 $ pour toute information pouvant mener à son arrestation. C'est clairement une technique pour intimider tous ceux qui osent critiquer le régime à l'étranger. Et le fait que le candidat libéral ait suggéré de livrer le candidat conservateur aux autorités chinoises a vivement été dénoncé. Les critiques qui demandent à Mark Carney d'exclure ce candidat de la région de Toronto. Oui, il sera sans doute questionné là-dessus aujourd'hui. On va terminer avec le NPD. Le chef Jack Meeting était en Colombie-Britannique, lui. Oui, dernier rempart du NPD. Perdre des sièges à Colombie-Britannique serait catastrophique pour le NPD. Le chef qui martèle que son parti est le seul ayant vraiment à cœur les intérêts des Canadiens de la classe moyenne. En Colombie-Britannique, c'est les néo-démocrates qui défèrent les conservateurs. Donc, on l'a fait avec nos députés sortants.
et on le fait avec nos nouveaux candidats. C'est les néo-démocrates qui peuvent vraiment faire face à la menace des conservateurs et qui va vous défendre. Donc, cette élection, c'est vraiment la question de qui est de votre bord, et ça, c'est les néo-démocrates. Alors voilà, il reste encore 4 semaines de campagne et comme je le disais, tout peut arriver jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Vincent. Merci. Je retrouve Gabriel Lemarquand-Perrault dans notre studio d'Ottawa pour la revue de presse. Bonjour, Gabriel. Bonjour, Mathieu. Parlons d'abord de cette hausse de cas d'abus sur des mineurs au Québec. Les accusations criminelles pour des gestes commis envers des mineurs ont bondi de 67 % en 7 ans au Québec. C'est ce que rapporte le Journal de Montréal ce matin, qui nous dit que ce portrait alarmant pourrait n'être que la pointe de l'iceberg, selon des acteurs du milieu policier et de la protection de la jeunesse. Entre 2018 et 2024, les chefs d'accusation pour des crimes en contexte d'abus physiques sur un mineur sont passés de 1213 à 2035 dans la province, selon des données obtenues par le journal auprès du directeur des poursuites criminelles et pénales. Les voies de fait et les voies de fait armées sont les plus fréquentes. On parle ici notamment de coups de ceinture, de fouetter un enfant avec des fils de téléphone cellulaire ou de lui tordre le bras. Bref, les exemples sont aussi nombreux qu'horribles, dit ce matin le Journal de Montréal. À lire donc dans le Journal de Montréal, en une de la presse de ce matin, est-ce que les sommes versées au CPE, au Centre de la petite enfance au Québec, là, pour intégrer les usagers aux besoins particuliers sont utilisées à bon escient? Pas toujours, a découvert la presse. Exactement, parce que les CPE et les services de garde subventionnés de la province bénéficient pour chaque dossier déclaré d'enfants aux prises avec une incapacité significative et persistante d'une aide forfaitaire de 2 200 $ et d'une prime de 51,08 $ par jour, soit l'équivalent d'environ 12 000 $ par année. Or, ce que nous dit la presse ce matin, la presse qui s'est entretenue avec 5 familles qui résident dans 4 régions différentes du Québec, ces familles qui ont raconté à la presse que leur enfant n'avait jamais bénéficié de ressources additionnelles après avoir obtenu une attestation pour qu'un CPE obtienne des fonds supplémentaires. La presse qui ne nomme pas les établissements impliqués parce que les intervenants dans l'article dénoncent surtout le manque d'encadrement gouvernemental. Humiliation dans une prison ontarienne. Et c'est la une ce matin du Toronto Star. On voit des détenus en sous-vêtements, la tête baissée, les mains attachées par des attaches plastiques ou communément appelées des tie wraps, qui sont assis les jambes croisées face au mur, tandis que des gardiens de prison en tenue anti-émeute dirigent des pistolets à poivre de Cayenne à l'arrière de leur tête. Et on voit le directeur de prison qui traverse le couloir en observant la scène. Une scène enregistrée par des caméras de surveillance de la prison provinciale de Maplehurst à Milton, en Ontario, qui s'est déroulée alors que les agents correctionnels procédaient à une punition collective auprès de 200 détenus. Les images obtenues par le Toronto Star à la suite d'une requête judiciaire montrent comment les gardiens de prison ont soumis les détenus à une violente épreuve de plusieurs heures en guise de représailles après qu'un détenu a asséné un coup de poing à un gardien 2 jours plus tôt. L'incident est survenu en décembre 2023, a été rapporté une première fois par le Toronto Star en août dernier, et un incident qui a eu des répercussions, selon le Star, sur des dizaines d'affaires criminelles dans toute la province. On sait qu'à ce temps-ci de l'année, les gens sont en train de planifier leurs vacances pour l'été. On a commencé à avoir quelques reportages sur des annulations ou des Canadiens qui vont moins se rendre aux États-Unis. Peut-être une autre illustration. On peut lire ce matin que les ventes de guides de voyage, justement pour les États-Unis, sont en baisse. Oui, donc ce désintérêt pour les États-Unis qui se reflète déjà en librairie, nous dit Le Devoir ce matin, où les ventes de guides touristiques pour des destinations américaines sont en chute libre. À la librairie de voyage Ulysse sur la rue Saint-Denis à Montréal, le constat est sans appel. Les ventes de titres sur les États-Unis ont baissé de 90 % dans le dernier mois en comparaison de la même date l'année dernière. Le propriétaire de la librairie, Daniel Desjardins, qui dit en entrevue au Devoir que c'est majeur, c'est du jamais vu. Et Le Devoir dit que cette tendance à la baisse ne se limite pas à la librairie Ulysse. Du côté des librairies Archambault et Renaud-Bré, on confirme aussi une baisse importante des ventes de guides vers les États-Unis depuis le début de février, date à laquelle les tarifs douaniers américains devaient initialement entrer en vigueur. Merci beaucoup, Gabriel. Bonne journée. Bonne journée.
On va aller en France maintenant. C'est une nouvelle qui est tombée au cours de la dernière heure. Marine Le Pen, reconnue coupable de détournement de fonds publics. Elle et 8 eurodéputés ont été trouvés coupables donc de détournement de fonds publics. Raphaël Bouvier-Auclair, notre correspondant en Europe, est avec nous. Bonjour Raphaël. Bonjour Mathieu. Rappelez-nous cette affaire-là. C'est une affaire qui avait été appelée l'affaire des assistants parlementaires européens. Oui, c'est une affaire qui s'est déroulée entre 2004 et 2016, une époque où le Rassemblement national, sous lequel on connaît le parti aujourd'hui, s'appelait le Front national. Et ce qu'a reconnu et rappelé la Cour aujourd'hui, c'est qu'il y avait un système installé à l'intérieur de ce parti qui faisait en sorte que les enveloppes budgétaires destinées à payer des adjoints parlementaires, donc des gens qui doivent faire du travail au Parlement européen, principalement à Bruxelles, étaient en partie utilisées pour financer les activités partisanes du Front national, c'est-à-dire financer l'organisation du parti ou à tout le moins alléger les charges, le poids financier auquel le parti était confronté. On donnait par exemple le cas d'une femme qui a aussi été accusée pour recel, donc complicité dans cette affaire. C'est une chef de cabinet qui a opéré sous Marine Le Pen, qui était payée comme adjointe parlementaire, qui aurait dû donc résider, travailler à Bruxelles, mais qui finalement n'y a pratiquement jamais séjourné. Cet argent était donc utilisé pour financer ses activités auprès du parti. On a aussi donné le cas en exemple d'un agent de sécurité qui a été utilisé par Jean-Marie Le Pen, donc le fondateur historique, père de Marine Le Pen, puis par la suite par Mme Le Pen elle-même. Et c'est donc tout ce système qui a été mis en lumière au cours de ce procès, donc des années plus tard, parce que je vous disais, selon ce qu'a présenté la Cour, ça a été en effet ce système-là de 2004 à 2016. Et c'est donc tout ce système qui, aujourd'hui, fait en sorte que Marine Le Pen, oui, mais aussi 8 autres députés européens sont accusés de détournement de fonds publics. Oui, et donc c'est pas rien quand même, la chef. Quelle peut être ou quelle sera la peine imposée? Est-ce qu'on va le savoir aujourd'hui, Raphaël? On va le savoir aujourd'hui. Le rendu du délibéré est un peu long parce qu'il y a toutes sortes d'explications à donner, puis c'est un cas qui est assez complexe avec de nombreux chiffres qui doivent être analysés. C'est ce qu'a expliqué la juge au commencement de la lecture de son jugement aujourd'hui. Mais donc, Marine Le Pen, on sait déjà qu'elle fait face à 5 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme. On verra si c'est retenu contre elle. Puis il y a aussi ce qui fait beaucoup discuter, évidemment, cette possibilité d'une éligibilité qui lui serait retirée, ce qui ferait en sorte qu'elle ne pourrait pas se présenter, par exemple, aux prochaines élections présidentielles françaises qui doivent avoir lieu en 2027. On ne sait pas si ce sera retenu contre elle. Parce que la lecture du jugement est toujours en cours, mais c'est une possibilité. On pourrait aussi décider qu'il y a une limite à cette éligibilité qui ferait en sorte qu'elle pourrait peut-être éventuellement se représenter. Mais en tout cas, si on décide de lui retirer cette possibilité de se présenter, ça pourrait se faire de manière exécutoire. Donc, à partir de maintenant, et ça s'appliquerait même si le parti va en appel, parce que Mme Le Pen et les membres importants de son parti ont dit au préalable que de toute manière, ils iraient en appel dans le cadre de ce dossier. Donc, décision évidemment très suivie parce que pour avoir un impact majeur sur la politique française, Marine Le Pen, elle est la favorite dans les sondages pour la prochaine élection présidentielle. On y reviendra dans nos radiojournaux avec vous. D'ailleurs, un peu plus tard ce matin, il y aura sans doute des réactions à surveiller. Raphaël Bouvier-Auclair nous parlait en direct ce matin de Paris. Merci pour votre participation, Raphaël. Fort apprécié. Merci. Salut, bonne journée. Alors oui, Raphaël va continuer de surveiller ça, aura les derniers développements pour nous un peu plus tard ce matin. Sinon, bien évidemment, la campagne électorale va continuer de nous occuper aujourd'hui. Le Parti libéral du Canada et son chef, Mark Carney, vont passer la journée en Ontario, une partie de la journée à Ottawa, plus tard à Toronto. Le Parti conservateur est également en Ontario, entre autres dans la région de Mississauga, un peu plus tard aujourd'hui. Et Jock Meeting et les néo-démocrates sont toujours en Colombie-Britannique pour la journée. Quant au chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, il sera entre autres dans la région de Victoriaville plus tard aujourd'hui. Voilà pour cette édition d'À la Une. Je vous retrouve dans les radiojournaux. Vos équipes du matin prennent le relais dans les prochaines secondes. Bonne journée. Le Café Vanout vous aide à savourer chaque moment. Comme un matin tranquille. Prendrais-tu un café? Une fin de semaine corsée. Prendrais-tu un café? Une soirée veloutée. Prendrais-tu un café? Ou un après-midi de rafraîchissement décadent. Prendrais-tu un autre café glacé? Un goût riche et savoureux vous attend avec Vanout. Vivre la saveur.